All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Standing up, Mr. Nichols, for a purpose, or La juge présidente. Monsieur Nichols, vous souhaitez dire quelque chose, Monsieur Nichols? Oui, Monsieur Kahn, le procureur, a dû quitter le prétoire, mais Alison Whitford l'a remplacé. La juge présidente, merci, Monsieur Nichols. Madame Sims, vous pouvez continuer, me semble-t-il. Madame Sims, merci, Madame la Présidente. Je tenais à vous indiquer que lorsque nous avons fait la pause, j'étais sur le point d'aborder le contexte des attaques. En ce qui concerne les éléments de preuve que l'accusation va montrer, en particulier des témoins numéro 7, 29, 932 et 986, ainsi que d'autres témoins, les juges de la Chambre vont entendre ces témoins dire que les membres des milices Janjaweed et des forces du gouvernement du Soudan étaient bien armées. Elles se sont rendues dans les zones en question en utilisant des véhicules de type Land Cruiser avec des douchkas installés sur ces véhicules. Certains assaillants avaient des kalachnikovs, des armes blanches. Le témoin 986 notamment parlera de certains des assaillants qui portaient des torches. Pour ce qui est de la présence des rebelles, Madame la Présidente, Mesdames les juges, il s'agit d'un contexte important pour comprendre les attaques, étant entendu qu'un certain nombre de témoins expliqueront aux juges de la Chambre qu'à l'époque où ils vivaient dans cette zone, avant et pendant les attaques, ils n'étaient pas informés d'une présence rebelle. La Chambre entendra notamment le témoin 15 qui décrira que la première fois qu'elle a entendu parler du terme Tora Bora, qui est le terme utilisé par les membres de la milice Janjaweed et de ses acolytes, eh bien, provenait de cette communauté. Ce terme est utilisé pour décrire des rebelles. À un moment où elle était accusée d'être la femme des rebelles. Il y a des témoins, comme le témoin numéro 12, et les juges de la Chambre entendront le témoin 12 indiquer qu'il a assisté à l'enterrement d'un certain nombre de corps. Et d'après ce qu'il a pu observer, il expliquera qu'il a déterminé qu'aucun des décédés n'était des combattants, étant donné qu'ils ne portaient pas de vêtements militaires et qu'il n'a retrouvé aucune arme sur leur corps. Lorsque nous nous sommes penchés sur la nature de la violence, eh bien, nous allons vous montrer que ces violences ont été extrêmes. Il y a un témoin dit de l'intérieur qui expliquera, à partir de sa position à Koudoum, que les violences étaient si extrêmes, et je vais le citer, il a dit que la revanche d'Ali Kouchib et de ses camarades contre le village de Kodom était immense. Ils essayaient de piller le village et de le brûler pour apaiser leur colère. L'accusation montrera des éléments de preuve portant également sur un certain nombre de victimes décédées qui permettront d'établir qu'à l'époque où elles ont été tuées, certaines d'entre elles étaient entièrement sans défense ou alors étaient en train de fuir les assaillants. J'invite la Chambre à bien vouloir regarder l'image qui s'affiche à l'écran où nous voyons une liste de 63 civils qui ont été tués. Je vais également faire observer que l'accusation montrera des éléments de preuve portant sur l'assassinat de victimes non identifiées. Certaines d'entre elles ont été enterrées ensemble dans des fosses communes. L'une des premières victimes qui figure sur cette liste est M. Issa Hamad.
Nous entendrons le témoin 29 qui nous dira que cette personne qu'on a tiré dans la tête et dans la poitrine de cette personne en sa présence. Nous avons également 3 victimes auxquelles nous parlerons, Connie Haroun, Madame Connie Haroun et Madame Hussein. Et le témoin numéro 7 expliquera à la Cour que lors de la première vague d'attaques contre Bindisi, ces femmes ont été violées par des membres de la milice Janjaweed et des forces du gouvernement du Soudan, puis tuées. Nous avons également une 3e victime qui figure sur cette liste, Madame Halima Issa. Une fois de plus, le témoin numéro 7 nous décrira que cette personne essayait de repousser les assaillants qui tentaient d'atteindre à sa personne lorsqu'elle a été tuée. Nous parlerons également de Mohamed Kamis et plusieurs des témoins diront qu'ils ont vu le corps de cette personne décédée. Le témoin numéro 12, notamment, était présent lorsque Mohamed Kamis a été tué. Cette victime, Madame la juge, a été identifiée de manière universelle comme étant le tailleur de la ville. Les autres victimes, Monsieur Mudassir Ibrahim Garad, les circonstances de son meurtre mettent en évidence le mouvement de l'attaque. Le témoin 868 décrira au juge de la Chambre que cette victime a été tué après un tir dans le dos alors qu'il fuyait les assaillants. Je vous ai déjà parlé de l'importance du fleuve Wadi Saleh à Bindisi et nous entendrons une fois de plus le témoin numéro 11 qui nous dira qu'avec des membres de sa famille, elle a tenté de traverser la rivière pour fuir et un membre de la famille a été blessé par balle à la poitrine alors qu'il se retournait pour voir si les autres le suivaient. Nous avons également le témoin 589. Ce témoin nous parlera du meurtre de M. Abou Issa et cette victime, Madame la Présidente, Mesdames les juges, a été blessé dans le dos et a succombé à ses blessures alors qu'il tentait de fuir. L'accusation met l'accent sur le chef numéro 3, meurtre commis dans le contexte de l'article 3. Et dans le cadre de ce chef d'accusation, Madame la Présidente, Mesdames les juges, il y a 3 témoins qui nous intéressent tout particulièrement. Il s'agit de M. Adam Bosch, Rachid Issa et M. Abdel Nassir. L'accusation obtiendra des éléments de preuve selon lesquels 2 de ces hommes, M. Bosch et Issa, ont été détenus, mis face contre terre et tués par balle. Et le témoin identifie que les assaillants ont utilisé une Kalachnikov pour ce faire. Les autres victimes, M. Nassir, en l'occurrence, ont réussi à échapper à cet échange de tirs, à ces tirs, et ils ont décidé de le tuer en le passant à tabac. Et ce témoin nous expliquera les circonstances dans lesquelles cette personne a été battue à mort. En ce qui concerne maintenant d'autres actes inhumains et des atteintes à la dignité humaine, l'accusation apportera des éléments de preuve à propos de victimes portant sur des traitements dégradants et humiliants auxquels ils ont été confrontés. Le procureur, ce matin, vous a parlé des circonstances de l'une des victimes qui a dit que des femmes étaient déshabillées. Je ne vais pas répéter ces témoignages, Madame la Présidente, Mesdames les juges, mais je souhaite indiquer aux juges de la Chambre que nous montrerons des éléments de preuve basés sur des déclarations faites par certaines de ces femmes alors qu'elles étaient violées. Par exemple, il y avait la présélection de certaines des femmes et des filles. Les assaillants leur ont dit « Nous allons prendre les plus belles comme épouses et les moins belles
seront les servantes de nos épouses. Les témoins parleront également d'hommes qui ont été détenus et de la manière dont les assaillants les ont affublés de divers noms comme Abid, comme on vous l'a expliqué, cela signifie esclave, Kadim, qui signifie servant, et ils utilisaient le terme de Nuba. Un des témoins nous expliquera de surcroît qu'on leur a dit, que les assaillants leur ont dit, qu'ils allaient être envoyés pour tuer tous les Noirs, à l'exception des Alouba et des Abétruis qui sont également des Noirs. Des éléments de preuve supplémentaires donc, porteront sur ces incidents et démontreront que les victimes, qu'on a dit aux victimes qu'elles ne servaient à rien et que les assaillants avaient la permission de s'en débarrasser, de les tuer et de les faire partir. Donc nous voyons que les assaillants, dans ce cas-là, répètent des mots déjà prononcés par l'accusé lorsqu'il donnait des ordres pour que l'attaque commence et qu'il disait qu'il fallait éliminer et faire disparaître tout le monde. En ce qui concerne maintenant les actes de viol, il existe un contexte que nous allons bien entendu montrer pour ce qui est des violences sexuelles. Nous avons un témoin de l'intérieur, le témoin 921, qui expliquera à la Chambre qu'il a observé 50 femmes environ qui avaient fui le village de Mukjar. Il a observé que certaines de ces femmes étaient soit nues, soit portaient des vêtements déchirés. Nous démontrerons également qu'il y avait un groupe de leaders, de chefs de la milice Janjaweed à Bindisi et l'accusé aurait dû se trouver dans cette zone. Toutefois, le témoin parle de l'un des chefs de la milice ainsi que d'autres assaillants qui se vantaient d'avoir violé des femmes à Bindisi. J'invite la Chambre à bien vouloir consulter cet extrait d'une déclaration de témoin, témoin numéro 15. Ce témoin, Madame la Présidente, relate les violences qui ont été infligées aux victimes de la milice Janjaweed ou des troupes du gouvernement du Soudan. Et en se penchant sur cette déclaration, nous voyons que le témoin dit que certaines des femmes, pour les faire taire, eh bien, on remplissait leur bouche avec leurs propres vêtements. Le témoin nous décrira en outre qu'alors qu'il violait certaines des femmes, les réactions des membres de la milice Janjaweed et des forces du gouvernement du Soudan étaient de célébrer, de se réjouir en disant « Nous avons pris des femmes de Tora Bora ». Cela, Madame la Présidente, Mesdames les juges, permettra de démontrer que lorsque les femmes qui étaient violées saignaient, les assaillants tiraient en l'air et criaient « J'ai trouvé une femme vierge, j'ai pris une femme vierge », donc ils célébraient le viol de ces femmes. Nous allons maintenant avancer et passer au thème des pillages et de la destruction de propriétés. L'accusation montrera des éléments de preuve émanant de différents témoins permettant d'établir le schéma des attaques, le fait qu'ils se concentrent sur le pillage, le vol du bétail et le vol d'objets dans les maisons et la destruction systématique des bâtiments, des maisons, des mosquées et d'autres édifices importants au sein de la communauté. Ce qui est très spécifique à ces pillages, ce sont les comportements de l'accusé. Nous apporterons des éléments de preuve, en particulier à Kodom. Il a donné des instructions aux membres de la milice Janjaweed et aux forces du gouvernement du Soudan pour voler des objets appartenant à l'un des membres de la communauté de Kodom. Les assaillants se sont pliés à ces ordres, ont obtempéré et ont volé immédiatement ces objets. Les autres éléments de preuve
porte sur le ciblage spécifique de certaines propriétés appartenant aux membres des 4 communautés. Nous entendrons des témoignages du témoin numéro 12 qui expliquera au juge de la Chambre, par exemple, que ce qu'il a vu est qu'il y avait certains endroits dans le magasin qui étaient marqués d'une certaine manière et lors du pillage de la zone, ces magasins et ces boutiques n'ont pas été affectés. Par contre, dans d'autres endroits et dans d'autres zones, les milices Janjaweed et le gouvernement du Soudan pillaient ces lieux de leur contenu tels que du sucre ainsi que d'autres produits. En ce qui concerne l'effet maintenant de ces violences à grande échelle et systématiques au sein des communautés, eh bien tout cela a finalement forcé la population civile de Kodom et de Bindisi à trouver refuge à Mukjar. L'accusation montrera des preuves documentaires ainsi que des témoignages permettant d'établir la taille de la population affectée ainsi que le nombre de personnes qui ont été laissées sans abri et sans terre suite aux violences. En ce qui concerne maintenant les chefs d'accusation liés à la persécution, mon collègue M. Sachitanandan vous décrira les éléments de preuve qui seront présentés par l'accusation en ce qui concerne ce chef d'accusation. J'en arrive maintenant, Madame la Présidente, Mesdames les juges, aux derniers éléments de preuve qui seront montrés par l'accusation en ce qui concerne l'accusé. Il s'agit de sa responsabilité pénale pour les crimes commis à Kodom, Bindisi et dans les environs vers les 15 et 16 août 2003. Une fois de plus, j'invite la Chambre à bien vouloir regarder l'image qui s'affiche à l'écran où l'on peut voir l'association des accusés et ses relations. Nous voyons donc l'accusé en haut de la pyramide et en dessous, nous voyons Asabala, officier de la PDF, Sami, qui est un des membres de la milice Janjaweed, et Bonjouz, également l'un des chefs de milice. Mon collègue, M. Jérémy, vous a tout à l'heure indiqué que j'allais m'arrêter sur une déclaration spécifique faite par l'accusé à Mukjar. Il a dit « Je sais que les rebelles viennent de l'intérieur des villes, donc je vais m'y rendre, je vais frapper tout le monde très fort. Qu'il s'agisse d'anciens, d'enfants ou de quiconque, cela m'est égal. » Le contexte de cette déclaration attribuée à l'accusé est l'intervention de personnes dans la réunion qui disaient qu'ils ne croyaient pas qu'il était approprié de cibler les femmes, les enfants et les anciens. Voilà la réponse qui a été apportée par l'accusé. L'accusation montrera d'autres éléments de preuve quant à l'autorité de l'accusé. Nous démontrerons qu'il avait la capacité de faire déplacer les assaillants d'un village à l'autre sur la base des ordres qu'il leur donnait, qu'il donnait à Sami notamment, et les éléments de preuve démontreront que Sami, à son tour, obtempérait à ses ordres. Et dans le témoignage du témoin 874, la Chambre entendra que Sami identifie l'accusé comme étant le commandant en chef et que lui-même, Sami, était un assistant de l'accusé. Nous démontrerons également, Madame la Présidente, un certain nombre de choses au sujet d'Asabala, officier de PDF, qui n'est pas officier des Janjaweed, mais ce jour-là, l'accusé avait l'autorité de lui donner des instructions pour ce qui est des déplacements d'un village à l'autre. J'en arrive maintenant à la conduite de l'accusé. Les éléments de preuve qui vous seront présentés permettront de démontrer que l'accusé donnait des ordres
de manière active aux assaillants lors des incidents et leur donner des instructions. Une fois de plus, l'accusation montrera des éléments de preuve permettant de démontrer que les personnes présentes ont essayé d'intervenir pour diminuer les niveaux de violence. Mais l'accusé aurait dit, et je vais le citer, et cela est en lien avec la personne intervenant qui disait que le niveau de violence ne va pas plaire à Allah, qu'il fallait arrêter. Et la réponse de l'accusé est la suivante, Madame la Présidente, comme nous l'expliquera ce témoin, et qu'il s'agit de notre travail. Ne nous apprenez pas comment le faire. Si vous n'aimez pas notre travail, allez-y, demandez un des chevaux qui sont devant nous, prenez-le et partez, ou laissez-nous tranquilles, laissez-nous seuls. Donc, cet ordre donné à des personnes qui n'étaient pas en accord avec lui est également reflété dans les éléments de preuve et les témoignages du témoin 874 qui est également intervenu au sujet du niveau de violence. Une fois de plus, la réponse de l'accusé a été que s'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait ici, il pouvait partir. L'accusation démontrera que pour établir l'autorité de l'accusé, eh bien, ces ordres ont été renforcés par d'autres personnes qui se sont joints à lui pour dire à ce témoin de partir et pour le convaincre de partir. Madame la Présidente, Mesdames les juges, finalement, l'accusation apportera des éléments de preuve pour ce qui est les charges relatives à Kodom et Bindisi et permettront d'établir que l'accusé est coupable des actes d'attaque contre la population civile, des meurtres, du pillage, de la destruction de propriétés, ainsi que des autres actes inhumains, dont les atteintes à la dignité humaine, les viols, les transferts forcés de population, ainsi que les persécutions. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames les juges, de votre attention. Merci beaucoup, Madame Sims. Qui est le suivant? C'est à moi, Madame la Présidente. Dit Monsieur Sachitanadan, veuillez me donner 30 secondes pour que nous puissions nous organiser. Monsieur Sachitanadan, Madame la Présidente, Mesdames les juges, comme le procureur l'a dit, je vais évoquer ce qui s'est passé à Mukjar ainsi que les persécutions. Je pense que je vais aller jusqu'à la fin de Mukjar et je m'arrêterai là afin que nous puissions évoquer les questions internes dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. La juge présidente, très bien, merci. Yes. Monsieur Sachitanadan, Madame la Présidente, Mesdames les juges, dites-moi si vous ne m'entendez pas bien, je vais m'efforcer de parler plus fort. En général, on me fait la critique opposée, la critique contraire. Madame la Présidente, Mesdames les juges, alors que nous avons recueilli et que nous allons présenter des éléments de preuve lors de ce procès au sujet des événements qui se sont produits à Mukjar et dans les environs, entre la fin du mois de février 2004 et le mois de mars 2004, il deviendra apparent que M. Abdelrahman avait un plan commun, partagé un plan commun avec un groupe composé de membres des Janjaweed et des forces du gouvernement du Soudan. Bien, qui étaient les membres de ce plan commun? Vous remarquerez un nom qui vous est familier, à savoir le chef Janjaweed Al-Daif Sami. Madame Sim en a déjà parlé tout à l'heure dans le cadre des attaques contre
Kodom et Bindisi, mais il était également un des participants actifs au plan commun relatif à Mukjar. De surcroît, nous avons l'officier du renseignement militaire Hamdi, chef du renseignement militaire à la base de Gassila. Vous entendrez parler de lui aujourd'hui en ce qui concerne Mukjar, mais vous entendrez également le nom de M. Hamdi dans le contexte de Delej lorsque Mme Whitford prendra la parole tout à l'heure, étant donné qu'il était également impliqué dans cette attaque. Et finalement, nous avons M. Abdelrahman, qui était le protagoniste principal de ce plan commun pour tous les crimes visés, étant donné qu'il a participé à Kodom, Bindisi, Mukjar et Delej. Le fait que Samir ait participé à Kodom et Bindisi et le fait que Hamdi ait également participé à Delej indique la manière dont les membres de ce plan commun de Mukjar entretenaient une relation étroite, ce que M. Jérémy a déjà évoqué tout à l'heure. Quel était donc ce plan commun? Ce plan consistait à cibler des personnes à Mukjar, y compris les personnes déplacées vers Mukjar à partir de lieux dans les environs, qui étaient perçus comme appartenant, comme étant associés ou comme soutenant d'une manière ou d'une autre les groupes armés rebelles. Ces opérations ciblées devaient avoir lieu par le biais de la torture, des actes inhumains, des traitements cruels, des atteintes à la dignité personnelle, des meurtres, ainsi que des persécutions. Et c'est précisément la raison pour laquelle ces types de conduites, ces charges, se reflètent dans les chefs d'accusation contre M. El-Rahman dans le contexte de Mukjar. Donc voilà en quoi consistait le plan commun de Mukjar. Et l'existence même de ce plan est évidente. De par la nature conjointe et coordonnée des actions de M. Abdelrahman et de ses co-auteurs, ainsi que par le biais des déclarations faites par l'accusé et ses co-auteurs au même moment, que vous entendrez à maintes reprises lors des prochains mois. Quel a été exactement le rôle d'Abdelrahman dans ce plan? Il a apporté une contribution essentielle au plan et aux crimes visés, premièrement en donnant l'ordre et en réalisant des arrestations d'hommes d'ethnicité four à Mukjar et en les détenant au poste de police de Mukjar, en insultant verbalement des détenus au poste de police de Mukjar, en les menaçant de mort, en agressant physiquement des détenus, en mettant des détenus sous sa garde, en sélectionnant des détenus pour qu'ils soient emmenés du poste de police, supervisant le chargement et le transport des détenus, agressant physiquement des détenus au moins sur le site d'exécution et donnant l'ordre finalement et encourageant les forces Janjaweed et les forces du gouvernement du Soudan à tirer et à tuer les détenus. C'est ces éléments de preuve concernant ces actions et ces faits de M. Abdelrahman que l'accusation présentera dans les mois à venir. Et c'est de ces éléments de preuve que je vais parler maintenant. Au mois de février 2004, l'accusé a mené à bien une opération armée dans la région de Sendor, que vous pouvez le voir sur cette image qui se trouve devant vous. Au cours de cette opération à Sindou, alors que les forces se déplaçaient en direction nord-ouest vers Sindou, ils ont attaqué un certain nombre de villages que vous verrez identifiés ici et entourés par cercles noirs. J'espère que vous allez pouvoir le voir correctement ici. Ces villages comprenaient un certain nombre de villages qui seront importants pour l'affaire Mukjar. Il s'agit de villages de Nebela, de Tandi, Arada, Aribla et plusieurs autres villages près de Mukjar. Alors que ces attaques ont eu lieu,
des centaines, sinon pas des milliers de civils de ces villages étaient contraints de fuir et de se déplacer vers Mukjar, comme vous pouvez le voir sur cette image. Cela comprend au moins 7 témoins de l'accusation qui viendront témoigner ou qui déposeront soit oralement ou autrement. Et c'est justement cela qui nous mène vers Mukjar. Vous verrez devant vous une image satellite de Mukjar avec certains endroits clés identifiés. Vous verrez le poste de police de Mukjar. Vous verrez ainsi la route qui mène au nord-ouest vers Garcilla, qui est crucial pour cet épisode criminel, ainsi que d'autres endroits pertinents. Ce qui est surtout important, c'est que lorsque ces civils essayaient de fuir de leur village et lorsqu'ils se dirigeaient vers Mukjar, les forces Janjaweed, les forces du gouvernement du Soudan avaient établi un certain nombre de points de contrôle qui se trouvaient à l'ouest de Mukjar et au nord de Mukjar, comme vous pouvez le voir ici. Alors pourquoi ces points de contrôle étaient-ils établis? Nous avons une indication expliquant pourquoi. Le témoin 905 déclare que avant de partir de Mukjar pour l'attaque de Sindou, la police avait donné pour instruction à la police de Mukjar: tout homme venant de Sindou, il doit être gardé, maintenu par la force. Et si cela ne se déroule pas ainsi, vous en serez responsable. Fin de citation. Et justement, comme les personnes déplacées, principalement les civils, alors qu'ils arrivaient en grand nombre à Mukjar, les forces Janjaweed et les forces du gouvernement du Soudan ont arrêté un très grand nombre de personnes, des centaines de personnes, principalement des hommes d'origine Four, aux endroits qui sont inclus ici. Et ils ont également mené des saisies et des fouilles de maisons. Et ailleurs, principalement, les Janjaweed et les forces du gouvernement du Soudan ont perçu ces hommes déplacés, Four, comme étant des personnes soutenant les groupes rebelles armés. Monsieur Abdelrahman et ses co-auteurs étaient des acteurs clés dans le cadre de ces arrestations. Au moins 3 témoins décriront de quelle manière Monsieur Abdelrahman et Sami ont mené des arrestations à Mukjar. Le témoin 12, par exemple, dit que Yahya Ahmed Zarouk, le frère du Chaktaï de Mukjar, avait été arrêté par Couché lui-même. Fin de citation. À la suite de cette arrestation, au moins 122 hommes d'ethnicité Four ont été emmenés au poste de police Mukjar. Vous pouvez le voir ici sur cette image en surligné, et si l'on pourrait zoomer, voilà, vous pouvez voir 2 bâtiments et ces détenus étaient gardés principalement dans les petits bâtiments vers le nord qui avaient été dessinés, dont le croquis avait été fait par un des détenus, et vous verrez ici le croquis. Le témoin 877 a fait ce croquis et cela correspond à la structure de cette photo satellite et lui-même ainsi que d'autres détenus y avaient été détenus, ainsi que il y avait également d'autres petites pièces où les détenus étaient gardés. Les détenus étaient des civils. Certains étaient très âgés, d'autres étaient très très jeunes. Et encore une fois, il s'agissait principalement d'hommes d'ethnicité Four. Cela comprend au moins 9 témoins de l'accusation dont les éléments de preuve vous seront présentés dans les mois à venir. Ils ont également inclus, ou plutôt cela inclut également, donc parmi eux, l'on retrouve également 4 leaders de la communauté Four que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, Yahya et le Mouktar de Moukiar qui avait 62 ans. Et il était accompagné dans la prison, donc il était avec 4 autres leaders principaux de la communauté Four, y compris Oumdar Issakar Nord qui avait été détenu avec d'autres membres de sa famille, Oumdar Nour qui avait également essayé de fuir de l'un des villages qui avait fait l'objet d'une attaque, qui avait été arrêté lorsqu'il est arrivé à Mukjar. Et cela comprenait également d'autres leaders de la communauté, Abdel Ahmoud Hassan Mahmoud
Et, Monsieur le Président, il y a une raison pour laquelle je mentionne tout particulièrement ces dirigeants politiques, ces leaders de la communauté. Eh bien, parce qu'il s'agissait de leaders de la communauté Four. Et donc, les exactions menées à l'encontre de ces derniers avaient un objet symbolique. Et ils étaient ciblés car ils étaient des dirigeants civils et comme le procureur Khan l'a mentionné, cela faisait partie d'une politique du gouvernement du Soudan. Et comme M. Jeremy l'a mentionné, cela figure également dans la documentation officielle du gouvernement du Soudan, à savoir cette politique qui les ciblait. Et puis, il y avait également un très grand nombre de civils appartenant à des civils. Il y avait un médecin qui était aussi un parent de Oumdar Zarouk. Il y avait également des policiers comme Abdelaziz El-Kas, par exemple. Il y avait également Agdem Nahid Ouman, qui était un gardien du Chaktaï de Moukjar. Et encore une fois, chacune de ces personnes était un homme d'ethnicité Fouré. Adem Ahid, en réalité, fuyait le village de Tindi, puisque ce village a fait l'objet d'une attaque par les forces de M. Abderrahman, et c'est pour ça qu'il était à Moukjar lorsqu'il a été arrêté par les forces de M. Abderrahman. Et puis, il y avait également des agriculteurs, il y avait des commerçants, comme par exemple Hassan Abdallah, qui avait fait l'objet d'une arrestation, qui a été arrêté avec d'autres membres de sa famille. Il y avait également Yahya Sharafaïn Abdallah, qui lui aussi avait été arrêté avec d'autres membres de sa famille. Et il y avait également des étudiants, il y avait des personnes comme Abdel Halek et Sheikh Moussa, dont nous parlerons plus tard. Et puis, il y avait Abdul Karim Abdelrahman Mohamed, qui était un autre étudiant de Tindi. Et enfin, il y avait également quelques garçons orphelins âgés entre 9 et 12 ans qui étudiaient le Coran à l'école coranique El Hava, tout près, avec un chic âgé. Et eux aussi avaient été arrêtés par la police. Donc, Madame la Présidente, Madame les juges, comme vous pouvez le voir, il y avait un très grand nombre de détenus, tous des hommes et tous principalement des hommes d'ethnicité Four qui étaient gardés au poste de police de Moukjar, et c'est là que leurs souffrances ont réellement commencé. Au cours des prochains jours, le très grand groupe de détenus était détenu dans une pièce qui était tellement bondée qu'il n'y avait pas accès aux toilettes. Les détenus étaient contraints à uriner et déféquer là où ils se trouvaient. Certains avaient reçu de l'eau sale pour boire, un petit bout de pain, et d'autres n'avaient rien reçu. Et certains dirigeants de la communauté avaient également été dévêtus pour ajouter davantage à leur humiliation. Se trouvant dans ces lieux sales, le détenu 877 décrit comment, au plein milieu de la nuit, un membre des forces du Soudan a dit aux détenus « Priez » en disant « Vous ne serez pas tous vivants demain ». Fin de citation. Alors que ces hommes Four étaient détenus au poste de police, des déclarations, de courtes déclarations avaient été prises de ces derniers. Abderrahman avait passé en revue ces déclarations, les avait déchirées, les a jetées par terre. Entre-temps, il avait des conversations également avec le ministre Haroun concernant le flux de ces civils déplacés. L'un des témoins avait vu Abderrahman parler sur un téléphone cellulaire, et il a dit « J'ai entendu Haroun dire à Eli Kouchem qu'il avait la possibilité de faire qu'une carte blanche, de faire ce qu'il voulait à Al-Taïb, c'est-à-dire le chef de la CRF au sein de la police de Moukjar, donc Al-Taïb et Ali Kouchem ensuite ont eu un argument au cours duquel Ali Kouchem lui a dit qu'il avait la permission d'incendier Moukjar, de le raser au sol, fin de citation. Ces déclarations étaient générales de par sa nature. Il ne s'agissait pas nécessairement de détenus se trouvant à ce poste de police, mais il s'agit de quelque chose vraiment de très utile qui nous permet de voir quel était l'esprit d'Abderrahman et de ses co-auteurs à l'époque concernant les auteurs qui arrivaient à Moukjar, les civils Four qui arrivaient à Moukjar, et puis cela nous permet également de voir ce qu'ils pensaient des civils Four qui vivaient à Moukjar à l'époque.
Cet état d'esprit, à savoir qu'il avait l'autorisation de Hound de mener à bien des crimes, eh bien, cela a également été reporté par un autre témoin. Le témoin 1, 2, 9, 129 décrit comment Abderrahman, le leader de Janjaweed Summit et l'officier du renseignement Hamdi sont entrés dans une cellule où lui et d'autres détenus se trouvaient. Abderrahman a déclaré, je cite, « Ne savez-vous pas que je suis Ali Koucheib ?» Fin de citation. Le témoin poursuit, Ali Koucheib a dit que nous étions des marous, à savoir des personnes n'ayant aucune croyance. Il a dit qu'Ahmed Haroun les avait autorisés de confisquer la propriété des fours et d'éliminer les fours. Et le témoin 199 décrit comment, lorsqu'il a été détenu, Ali Koucheib est arrivé dans une cellule avec environ 10 de ces hommes. Il s'est présenté comme étant Ali Koucheib, le leader, le dirigeant des Janjaweed. Et par la suite, il a dit, je cite, « Je vais vous niquer aujourd'hui », fin de citation. Et au même moment, Sami a dit aux détenus, « Toi, Toroboro, nous allons t'achever », fin de citation. Eh bien, Madame la Présidente, Mesdames les juges, il ne s'agissait pas simplement de menaces vides, c'était une promesse de ce qui allait leur arriver. Et puis, c'est à ce moment-là, c'est après cette période, en fait, qu'une période d'enfer, que les détenus ont vécu l'enfer. Sami Abderrahman et autres ont torturé les détenus en utilisant des haches, des couteaux, des fouets, des bâtons et autres. Plusieurs témoins ont décrit de quelle manière Abderrahman a attaqué personnellement un certain nombre de leaders de la communauté avec sa hache. Le témoin 129 a dit, je l'ai vu frapper Abderrahman avec une hache, il est tombé. Ce dernier avait également un enfant qui était assis à côté de lui et il a également été frappé par la hache d'Ali Koucheib. Le témoin 990, un autre détenu, décrit de quelle manière lui-même était attaqué. Il a dit, Ali Koucheib a fait un coup de la hache et cette hache m'a coupé le muscle intérieur de ma jambe. P990 porte les cicatrices de la hache de ce dernier jusqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici sur cette image. Je devrais mentionner que la hache d'Abderrahman est un leitmotiv récurrent tout au long de cette affaire. À Moukchar, vous entendrez 11 témoins de l'accusation parler de l'accusé qui utilisait cet axe. Et mon collègue vous parlera de nombres similaires à des legs. La brutalité de ce que faisait Abderrahman et de ses co-auteurs était mis en exergue par les mutilations qu'elle menait, comme le témoin P99 décrit, et comme cela a été décrit par le procureur ce matin. Koucheib passait à tabac les trois détenus avaient leurs oreilles coupées qui sont tombées par terre. Les Janjaweed n'ont pas dit pourquoi ils avaient coupé leurs oreilles. 3 d'entre eux n'ont reçu aucun traitement et ils saignaient. Il y avait beaucoup de sang. Le témoin du détenu 199 décrit d'autres éléments horrifiques dont il a fait l'objet et il dit qu'après que Ali Koucheib ait quitté la cellule, les centres, les forces de réserve centrale avaient apporté un morceau de métal avec lequel il avait été brûlé parce qu'il souhaitait qu'il confesse. Il n'était pas seul et il a vu un très grand nombre d'autres détenus qui avaient été brûlés similairement. Et d'autres témoins ont également parlé du fait qu'ils avaient été brûlés par des bouteilles en plastique qui ont brûlé les détenus. Et puis, il y avait également un autre témoin qui avait été brûlé avec une barre de métal. Il s'agit du témoin 919 et plusieurs années plus tard, il porte encore des traces de cette agonie. Vous pouvez voir ici les images des cicatrices.
D'autres détenus, Madame la Présidente, Mesdames les juges, portent d'autres traces, d'autres marques, d'autres cicatrices de cette période, des cicatrices émotionnelles. Et donc, la plupart de ces détenus, sinon pas tous, les détenus qui se trouvaient au poste de police de Moukjar ne sont pas en mesure de raconter leur histoire, de raconter ce qui leur est arrivé ici au procès. Ils n'auront pas cette opportunité parce qu'ils n'ont pas survécu à leur détention. Et c'est par leur vie et par le truchement. Je vais parler maintenant de ce qui leur est arrivé à eux. Après ces jours de torture, de concert avec ses co-auteurs, Abderrahmane a joué un rôle clé pour obtenir la possibilité d'avoir les détenus, de s'occuper des détenus. Alors après, au poste de police, où on a retrouvé Abderrahmane, Hamdi et Sami et d'autres, le détenu 129 avait vu qu'il y avait une réunion et il croyait qu'il y avait certainement une décision a dû être prise parce qu'après cela, il est arrivé et il a commencé à faire sortir des personnes. Le témoin qui avait une autre possibilité de voir les choses a dit que Abderrahmane a déclaré au poste de police de Moukjar, il a dit « Ces personnes, nous voulons les emmener à Garcila et par la suite, nous allons les emmener à Zelengui qui va faire une enquête parce qu'il s'agit de suspects. » Fin de citation. Abderrahmane a ordonné à l'officier de police d'ouvrir la porte en présence du chef de la police et en présence d'autres dirigeants du gouvernement du Soudan et a ordonné, je cite, « Toutes ces personnes ne sont bons à rien. Tous ces derniers, tuez-les, ou plutôt mettez-les, entassez-les pour nous. » Fin de citation. Le témoin 919 a décrit comment Abderrahmane a commencé à appeler les noms de leaders de la communauté comme Yahya Hamad Zahroub, Issa Nour et Oumda. Et le témoin décrivait comment, lorsqu'ils sont sortis, Abderrahmane les a frappés de sa hache. Les témoins ont été humiliés, comme l'a mentionné le procureur ce matin. Abderrahmane, lorsque son nom a été appelé, Ali Koucheb l'a frappé à la tête avec une hache. Lorsque Oumda ne pouvait plus être debout, Ali Koucha a tiré ses oreilles et a dit « Je vais me mettre à dos de l'âne. » Sous la supervision d'Abderrahmane, ses co-auteurs ont entassé les prisonniers dans un véhicule comme des poches de pommes de terre. Ils leur ont donné l'ordre de se mettre au sol, de se coucher. Leurs yeux ont été bandés. Par la suite, ils se sont déplacés et ils ont dit « Toroboro est terminé, préparez leur tombe ». Fin de citation. Ce processus d'entasser les détenus et de les placer à bord de ces véhicules pour les emmener à un poste d'exécution avait été vu par plus de 50 témoins de l'accusation dont les éléments de preuve seront présentés devant vous, qui témoigneront devant vous, et d'autres véhicules donc, qui étaient pleins de détenus sont quittés. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, Abderrahmane, Sami, Hamdi et d'autres avaient entassé les détenus à bord de ces véhicules juste à côté de ce poste de police, le poste de police de Moukjar. Et si vous prenez cette image vidéo, vous pouvez voir que le convoi qui se déplace vers le nord, le long de la route Gassila-Moukjar, passe à gauche l'endroit où il y aura une base UNAMID. Encore une fois, on passe certains des rivières où on peut arriver à un endroit où cette route a un axe, et vous pouvez voir ici un très grand nombre d'arbres. Et nous avons
Il s'agit d'arbres de sycomore et vous verrez ici qu'on avait pris des images vidéo plusieurs années plus tard. Excusez-moi, Madame le juge. Comme vous pouvez voir ici, nous avons des séquences où où il existe donc cette intersection lors de celui de la rivière. Et c'est à cet endroit-là qu'au moins 6 témoins de l'accusation ont déclaré qu'il y avait une exécution impliquant un certain nombre, plusieurs d'ailleurs, dirigeants, leaders de communauté. L'un des témoins a déclaré « J'ai vu les Oumda alors qu'ils descendaient du premier véhicule. J'ai vu Ali Koucheib utiliser son hache et Abdel Samih utiliser une Kalachnikov, des bâtons et autres pour battre les prisonniers alors qu'ils descendaient du véhicule. » Un autre témoin, P905, décrit ce qu'Abderrahman a fait ensuite. Il était debout comme ceci. Il a un bout de bois d'1 mètre et autour de lui, il y avait des gardes avec ses armes. Et il leur dit « Tirez-leur dessus, tirez-leur dessus ». Le témoin décrit que tirez-leur dessus, bullet them en anglais, veut dire tuez-les. Et il poursuit assurez-vous qu'aucune de ces personnes ne reste vivante. Fin de citation. Et le témoin a dit qu'Abderrahman a dit allez, descendez, descendez, tirez, 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 immédiatement, tirez, immédiatement. Répétez pour ces personnes, peut-être que vous aurez manqué certains. Donc, tirez-leur dessus de nouveau. Le témoin explique ce que cela veut dire répéter. Donc, lorsque vous tirez sur quelqu'un, tac, 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 vous recommencez, vous faites la même chose. Et voilà, c'est cela que cela veut dire. Répétez, faites de nouveau, répétez. Voilà, fin de citation. Un autre témoin, et je suis vraiment navrée, ce même témoin P905 confirme le rôle central d'Abderrahman au cours de ces exécutions. Il dit, je cite, « Personne ne parle, seulement Ali Koucheib parle. » L'instruction, ou les instructions plutôt, pour l'interprète, proviennent de lui. Fin de citation. Ce qui est surtout important, c'est que d'autres témoins confirment que les personnes qui avaient été tuées, sur lesquelles on a tué et qui étaient tuées, y compris les dirigeants des communautés, étaient soit des subordonnés d'Abderrahman ou des associés très proches d'Abderrahman. Et puis, à ce stade, alors que plusieurs détenus avaient déjà été tués, le chef Mokhtar arrive à bord d'une jeep. Il a entendu les tirs. Il dit à M. Abderrahman qu'il avait remis les détenus. Seulement, il lui a donné les détenus pour qu'ils soient emmenés à un autre endroit, à Garcila, et non pas pour être tués. Donc, le chef de police essayé de négocier avec Abderrahman pour faire en sorte qu'au moins certains détenus ne soient pas tués. Et il n'a pas répondu. Il a simplement dit « Allons-y ». Et le convoi s'est déplacé tout près du site d'exécution lorsque ce dernier qui était à bord de ce convoi et ils ont traversé une rivière. Ils sont arrivés à un autre endroit, tout près du village incendié de Nerli. Et Nerli, comme je mentionné, avait fait l'objet d'une attaque par les forces d'Abderrahman avant les événements de Mokhtar. Et par la suite, ils se sont arrêtés ici. Et nous avons certains extraits du site, des images qui avaient été prises plusieurs années plus tard. Et ici aussi, tout comme avant, Abderrahman donne pour ordre de les faire descendre. Par la suite, on dit aux détenus de sortir du véhicule et de s'allonger par terre, alors que les détenus étaient allongés les uns à côté des autres, alignés. Le témoin 905, ou plutôt non, je suis désolée, un autre témoin explique, je cite, « Soudainement, ils ont ouvert le feu. Il y avait des tirs sans arrêt et ils leur tiraient dessus avec tous les fusils qu'ils avaient. Ils ont pris les douchkas, c'est-à-dire l'artillerie lourde, et ils leur ont tiré dessus. » Et le témoin décrit la conséquence de ces tirs. Il dit, je cite, « J'ai vu Aboukar Yahya, c'est-à-dire l'un des détenus,
détenu qui était encore vivant, mais il avait été très blessé. Il a essayé de se lever, mais il ne pouvait pas. Il saignait énormément et je crois qu'il est mort peu de temps après. Concernant un autre détenu, le témoin dit Mohamed El-Redress avait été, on lui a tiré dessus, il a commencé à courir, mais on lui a tiré dessus de nouveau. Des membres de la milice Janjaweed et des forces du gouvernement soudanais ont marché sur les corps pour s'assurer qu'ils étaient morts. L'un des soldats les a appelés esclaves, faisant référence à une victime, et a pris de l'argent sur les corps des victimes mortes. Après avoir entendu les tirs et vu les véhicules retourner vides, le résidence de Mochka a déduit ce qui s'était passé quelques jours après l'incident. Ils sont partis pour rechercher les corps. Dans une vallée près du poste de police et près de la base que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, ils ont découvert un certain nombre de corps. Le P-877 a dessiné un croquis de ce lieu. Et vous pouvez voir à l'écran le croquis comparé à l'image satellite qui montre la même relation entre la route et le lit de la rivière qui traverse cette route. Le croquis correspond également à ce que le témoin se souvient. Il a dit qu'il y avait une odeur de corps en décomposition, que de nombreux corps avaient été découverts. Et en effet, les corps sont indiqués par des rectangles noirs sur ce croquis. Le témoin a identifié ou reconnu les corps de victimes spécifiques. Il reconnaît, si vous pouvez avancer, merci, Oumda Yahya Ahmad Zarouk, Oumdadama Hussein Abdelhamoud Abdel Kaïk Yahya Ikshak Moucha, les 4 noms que vous voyez à l'écran et dont vous avez déjà entendu parler. Tous ont été détenus avec le témoin 877 en prison lorsqu'ils se trouvaient ensemble. Abdul Khalek, le 4e étudiant que j'ai mentionné, a été découvert par son propre père. Lorsque la résidence de Mukja, y compris un certain nombre de témoins, se sont rendus vers le nord, des corps ont été retrouvés sur notre site d'exécution, le second que j'ai mentionné. Là également, un témoin a dessiné un croquis du lieu en question et vous pourrez établir des parallèles entre le croquis et l'image satellite. Le témoin a trouvé des corps empilés les uns sur les autres, des cartouches utilisées, et les victimes qui avaient essayé de s'enfuir lors de l'exécution, Baradine Idriss notamment, a été retrouvée sur ce site identifié et enterrée. Madame la Présidente, Mesdames les juges, ainsi ont péri 122 civils. Ils étaient des médecins, des policiers, des fermiers, des chefs de communauté, des étudiants, des élèves, des enfants. L'une des sources utilisées pour compiler cette liste provient d'un témoin détenu dans ce poste de police qui avait écrit sur sa manche le nom de ses co-détenus dans le noir. Il explique « J'ai fait cela car je pensais que nombre d'entre nous seraient tués et je souhaitais établir une liste des personnes tuées afin qu'un jour on puisse établir la vérité de ce qui s'était passé. » Madame la Présidente, Mesdames les juges, en guise de conclusion, je souhaite vous rappeler que ce devoir de s'assurer que ces personnes ne sont pas oubliées, ne sont pas sans nom et sans visage, cette responsabilité ne peut pas être assumée par les fragiles épaules d'un seul témoin. Cela doit être assumé par nous tous dans ce prétoire et particulièrement par les juges de la présente Chambre. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'en ai terminé pour maintenant.
La juge présidente, comme je l'ai indiqué juste avant la pause déjeuner, nous allons en rester là pour les propos liminaires et nous allons traiter d'un certain nombre de questions pratiques et internes. Nul besoin de passer à huis clos partiel pour ce faire, me semble-t-il. Les parties ont été informées des questions que je souhaite brièvement évoquer. Tout d'abord, la défense a demandé l'autorisation écrite de faire appel en ce qui concerne le nombre d'heures qui leur ont été imparties pour le contre-interrogatoire lors de la présentation des moyens de l'accusation. La Chambre de première instance a indiqué par le biais du juriste qu'il n'était pas nécessaire que l'accusation réponde à cette demande, ni que les représentants légaux des victimes ne répondent, mais cela a été apporté à notre attention, donc je souhaiterais savoir si l'accusation souhaite répondre. Monsieur Nichols. Monsieur Nichols, non. Nous n'allons pas nous en mêler, Madame la Présidente. La Présidente, et je suppose que les représentants légaux des victimes n'ont pas de réponse non plus. Madame von Wistigenhausen, oui, c'est exact, Madame la Présidente. Nous allons donc rendre une décision orale à la conclusion de la séance de demain, de la session de demain. Donc en fonction de là où nous en sommes, nous ferons cela demain. Nous avons un autre sujet à aborder qui prendra un peu plus de temps. Monsieur Edwards, je pense que vous êtes directement concerné par cette question, n'est-ce pas? Lors de la dernière conférence de mise en état, nous avons abordé, voyons que je retrouve le document et la date, c'était le 23 mars dernier. Nous avons donc abordé l'ajout ou les ajouts aux mémoires préliminaires. Il y avait un paragraphe explicatif numéro 27 et la partie pertinente débute, me semble-t-il, en page 49 de la transcription. Nous avions indiqué, et je crois que la Chambre de première instance a été, on ne saurait être plus clair, que nous souhaitions traiter du principe général de savoir si l'accusation pourrait être autorisée à faire entendre des témoignages et verser des éléments de preuve obtenus après l'audience de confirmation des charges, à savoir le mois de mai 2021, pour être exact. Cela afin d'empêcher tout dépôt de pièces superflues, que ce soit par dépôt formel ou par courrier électronique en ce qui concerne des témoins pour lesquels la défense avait une objection, étant donné que leur témoignage avait été obtenu après la date de clôture. On a demandé à l'accusation de répondre à cette demande d'ici demain ou après-demain. Le 7 avril, m'a dit M. Nichols, la juge présidente. Très bien. Au lieu de cela, nous avons reçu de la part de la défense deux pièces distinctes, l'une portant sur le témoin 903, deux écritures sur le témoin 903 et l'autre sur le témoin 990, qui répètent les mêmes observations. Donc, paragraphe 11, des observations concernant le P0903 est répété au paragraphe 6 des écritures suivantes en des termes exacts. Donc, Maître Edwards, le but était d'éviter de telles répétitions dans les écritures, afin de se pencher sur le principe général pour se prononcer, et dans l'hypothèse où des questions étaient soulevées pour les prochains témoins, qui étaient uniques et spécifiques à ces témoins, pour ainsi dire,
eh bien, dans ce cas-là, vous auriez le loisir de déposer des écritures. Mais le principe général, c'est qu'il fallait empêcher apparemment l'accusation de faire comparaître de tels témoins et que nous devrions trancher sur cette question. Est-ce que vous n'aviez pas compris ce principe? Monsieur Edwards. Ce n'est pas exact, Madame la Présidente. Nous avons bien compris vos intentions. Mais avec tout notre respect, enfin, les écritures pour le témoin 0903, dans la dernière conférence de mise en état, de mémoire, si mes souvenirs sont bons, l'un d'entre nous eh bien, on nous a rappelé qu'il y avait un des témoins qui était dans la première tranche de ceux qui se trouvent sur la liste et qui était sur le point de témoigner, le 903. Et notre réflexion était que nous avions déjà fait des observations quant au principe dans un document intitulé « Clarification » en français. La juge présidente, c'est à cela que je faisais référence, dit la présidente. C'est ainsi que tout a commencé. Et je suis désolé de vous interrompre, Maître Edward, vous avez tout à fait raison. Et ensuite, je vous ai demandé si vous souhaitiez ajouter quoi que ce soit à cela, parce que nous souhaitions traiter de cette question de principe général. Maître Edwards, notre position a toujours été, et cette position est étayée par une jurisprudence bien établie que nous explicitons dans nos écritures, nous estimons que ce n'est pas l'approche idoine, sauf votre respect, quant à cette question spécifique, donc de traiter cette question comme une question uniquement de principe. Cela ne peut être traité correctement qu'en se penchant sur des preuves spécifiques, des témoins particuliers ou des classes d'éléments de preuve au cas par cas. Vous vous souviendrez sans doute que lorsque de la dernière conférence de mise en état, vous avez fait une observation en réponse à l'un de mes confrères et vous avez dit « Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de cela de toute date de clôture ». Donc le but de cette écriture, en ce qui concerne le 903, était de répondre à votre question de manière précise et d'éclaircir pourquoi nous avons dit qu'il y avait une date de clôture. C'était une question de principe. Il peut y avoir une date de clôture, mais afin d'appliquer le principe en question à quelque élément de preuve que ce soit ou à quelque témoin que ce soit, eh bien, il fallait tenir compte du contexte relatif à la manière dont le témoignage a été recueilli après la fameuse date de clôture. Eh bien, tout cela devait être étudié au cas par cas. Donc, cette écriture du 1er avril visait à appeler votre attention, Madame la Présidente, sur la jurisprudence bien établie et sur l'application de ce principe à un exemple bien concret. Et cet exemple bien concret, c'est le 903. Exemple que nous avons soulevé lors de la dernière conférence de mise en état en disant qu'il s'agissait d'un témoin imminent. Ce pour aider la Chambre de première instance enfin, nous l'espérions, à comprendre notre point de vue. La Présidente, vous avez tout à fait raison, Monsieur Edwards, que c'est l'observation que j'ai faite. Ce que j'attendais de vous, et ce que nous attendions, devrais-je dire, c'est que vous abordiez dans votre prochaine écriture ce principe général, ce que vous faites dans une certaine mesure. Néanmoins, vous parlez de l'affaire Guichérou, un arrêt très récent, mais vous sortez la citation de son contexte et il s'agit d'une situation complètement différente qui s'est appliquée dans cette affaire. Et l'arrêt ne visait pas à fixer quelque norme que ce soit.
Donc, ce que je souhaite éviter, c'est des écritures répétitives. Nous l'avons déjà vu. Enfin, vous nous dites que pour le P903, paragraphe 11, l'accusation est prête à mener ses enquêtes au Soudan depuis la signature du mémorandum d'accord entre le bureau du procureur, etc., etc., etc. Puis, vous répétez la même chose au paragraphe 6, mot à mot, en ce qui concerne l'écriture pour le témoin 990. Alors, vous savez, nous devons lire tous ces documents et les étudier. Et si nous devions tirer la conclusion que, par principe et en droit, tel qu'appliqué par cette Cour, il n'y a pas de date de clôture, eh bien, dans ce cas-là, nous devrons étudier les circonstances spécifiques à chaque témoin. Et ça ne sera pas plus que ce qui a été obtenu après cette date de clôture. Est-ce que c'est clair, Monsieur Edwards? Maître Edwards, oui. Si c'est ce que vous souhaitez faire à l'avenir, les choses sont claires. On peut dire qu'à l'avenir, nous allons tenir compte des observations et des préoccupations des juges de la Chambre et nous ferons une utilisation plus extensive, disons, de la formule incorporée, d'incorporation par référence. Mais la remarque que vous avez faite, Madame la Présidente, c'est exactement ce dont nous souhaitons parler. Nous disons que ces demandes ne peuvent être traitées qu'au cas par cas. La juge présidente. Maître Edwards, je vais essayer de bien faire passer mon message. J'accepte tout à fait que pour chaque témoin pour lesquels vous avez des objections, il peut y avoir des circonstances spécifiques qui nous font sortir de l'ordinaire. Mais si la seule circonstance, c'est que l'accusation a pris la déclaration du témoin après le mois de mai 2021, et je tiens à vous signaler que nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet. Si d'aventure nous décidions qu'aucune date de clôture n'est d'application pour la défense parce qu'elle n'existe pas en droit au sein de notre cour, alors l'accusation peut poursuivre ses enquêtes. Si l'accusation peut poursuivre ses enquêtes, eh bien, dans ce cas-là, il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les déclarations de chaque témoin ont été obtenues. Maître Edwards, oui, tout à fait. Et je crois que nous devons nous défendre. Et c'est ce que nous avons fait dans les deux dernières écritures. Alors, il y a peut-être eu un certain degré de répétition pour présenter notre argumentation en ce qui concerne ces témoins spécifiques, mais une fois que nous abordons ensuite la question au cas par cas, eh bien, selon moi, et j'estime que chacune de ces demandes porte sur les circonstances spécifiques du témoignage de chacune de ces personnes et sur la manière dont l'accusation a recueilli ces éléments de preuve auprès de chacun des témoins. Et ce que nous avons essayé de faire dans ces deux écritures, c'est de faire valoir que la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis par l'accusation montre un certain manque de rigueur de la part de l'accusation. La juge présidente. Alors, ce n'est peut-être pas exactement ce que vous dites, mais il s'agit des mêmes arguments pour le 903 et le 990, n'est-ce pas? En des termes peut-être légèrement différents. Mais vous nous dites que l'accusation aurait dû obtenir ces témoignages avant le mois de mai 2021. Alors, la seule différence, selon moi, entre ces témoins et les témoins de l'affaire Guichero, c'est que tous ces témoins vous ont été divulgués, même s'ils n'apparaissaient pas sur la liste des témoins à appeler par l'accusation, n'est-ce pas?
ou peut-être qu'il s'y trouvait. Maître Edwards, je devrais vérifier mes notes à ce sujet pour en être sûr. Mais je crois qu'il y a un témoin, il s'agit peut-être d'un autre témoin d'ailleurs, dont les déclarations prennent la forme d'enregistrement audio. Et il s'agit de la version arabe qui nous a été divulguée. La traduction anglaise ne nous a pas encore été communiquée, selon moi. Et donc c'est une écriture sur laquelle je travaille actuellement et j'espère que celle-ci vous parviendra d'ici demain. Mais notre argument est que ceci nous ait été communiqué ou non, je pense qu'il y a un manque de rigueur de la part de l'accusation dans l'obtention des déclarations des témoins. Ils auraient dû faire cela il y a très longtemps et cela milite en faveur de l'exclusion de ces témoignages. La juge présidente, nous tournons en rond là. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé si vous souhaitiez faire des observations supplémentaires sur le principe général. Donc, ce que vous nous dites, c'est que s'ils ne se sont pas organisés avant le mois de mai 2021, eh bien, ces témoignages devraient être exclus, tout simplement. Voilà à quoi se résume votre demande. Maître Edwards, oui. Et il s'agit d'arguments de principe, et je crois que nous avons dit tout ce que nous souhaitions dire. La juge présidente, très bien, c'est tout ce que je souhaitais savoir. Monsieur Nichols, je pense que vous n'avez rien à ajouter. Monsieur Nichols, oui, très brièvement. Je ne peux pas m'en empêcher, Madame la Présidente. Je crois que vous avez été extrêmement clair. J'ai écouté attentivement mon confrère de la partie adverse. Ces objections ne sont pas logiques si on ne les lie pas au principe général. Le 903 a été communiqué il y a plus de 6 mois de cela, avant le début du procès, donc il n'y a aucun préjudice. Et nous répondrons sur le 7e et nous avons le temps. Mais il faut lier cela au principe. Donc pour ce qui est de l'argument de la rigueur, ils reviennent à l'argument utilisé lors de l'audience de confirmation des charges. La juge présidente, oui, très bien. J'ai soulevé cette question parce que, comme je l'ai dit, il me semblait que cet argument traitait spécifiquement du témoin et ne portait pas sur ce que je voulais dire ou sur ce que nous recherchions. Très bien. Nous allons rester là pour l'instant. Nous nous retrouverons demain à 9h30 et nous aurons une décision orale à rendre. Maître Edwards, souhaitez-vous dire quelque chose à propos de la demande au titre de la règle 35 ? La juge présidente, de quoi s'agit-il exactement? Maître Edwards, c'était sur le programme, sur le calendrier. La juge présidente, je ne suis pas certain de savoir de quoi il s'agit. Nous en reparlerons demain matin, Maître Edwards. J'en parlerai demain matin. Très, très bien. Donc, 9h30 demain matin, nous reprendrons avec les propos liminaires. Le premier témoin sera un expert, Monsieur Nichols, n'est-ce pas? Monsieur Nichols, c'est exact. Et il me semble qu'il nous reste moins d'une heure pour conclure nos propos liminaires. La juge présidente, très bien. Dans ce cas-là, si vous avez besoin de moins d'une heure, Monsieur Nichols, et un peu moins d'une heure. Et il y aura peut-être d'autres questions à aborder, donc il serait préférable de faire venir le témoin au début de la seconde session. La juge présidente, c'est ce que je me demandais. Mais on ne peut pas non plus chambouler notre programme en ce qui concerne la pause de demain matin, par exemple, pour le personnel de la Cour. Mais enfin, je me demandais, est-ce que vous aurez besoin d'une pause avant de démarrer l'interrogatoire du témoin? La juge présidente, bon, s'il est 10h45, nous ajournerons et nous reprenons après la pause avec le témoin. Nous verrons demain matin. Je vous remercie. Les représentants légaux des victimes, je vous rappelle que nous aurons également besoin de temps demain matin. Vous nous avez imparti un créneau demain matin pour présenter nos propos liminaires et l'accusé souhaite également s'exprimer.
Donc nous aurons besoin peut-être de la première session dans son intégralité. La juge présidente, merci de me le rappeler, je l'avais oublié. Vous nous avez dit que vous auriez besoin d'un peu de temps et M. Al-Rahman souhaite également faire une brève déclaration. Très bien, donc cela nous amènera à la première pause du matin. Je vous remercie. Veuillez vous lever.